la comparaison est boiteuse, comme quand on fait une comparaison avec des parents qui se divorcent. Ah oui, on peut s'entendre. Regrettes-tu d'être parti, Charlie? Non, je regrette pas d'être parti. Mais tu sais c'est sûr que j'aurais vécu mieux. Aucun État qui a déclaré sa souveraineté ne l'a regretté. Je sais. Par la suite, c'est quand même lourd de sens. En comprenant la complexité de la question constitutionnelle, de se dire que est-ce qu'on le réalise vraiment qu'un référendum n'a aucun effet juridique autre que forcer le Canada pour des négociations? Les générations, mes grands-parents, mes parents et maintenant moi, si par pur hasard PSPP rentrerait au pouvoir et ferait un référendum sur la souveraineté dans les 4 ans de son premier mandat, la réponse va être non. J'ai jamais rencontré un immigrant de toute ma vie qui m'a pas dit qu'il devait quelque chose à sa société d'accueil. OK? Jamais rencontré ça. Parce que et ça vient de leur bouche. D'après moi, ils ont compris qu'est-ce que ça veut dire immigrer. Quand on scinde un système politique, quand on fait une fracture politique qui est violente, il faut s'assurer que ce soit pour le mieux du pays. Bonjour. Dans le cadre de cette vidéo, nous avons réuni un défenseur de la cause souverainiste face à plusieurs personnes fédéralistes. Les règles du jeu sont simples. Le souverainiste, bien campé dans son siège, avancera 3 affirmations qui seront tour à tour soumises à la discussion. Si une personne veut intervenir, elle doit lever la main. Pour interrompre un débat en cours, il faut qu'une majorité de personnes du camp fédéraliste lèvent la main. Pas de coupe, nous vous diffusons à chaque fois l'intégralité des échanges. Une autre vidéo sortira sous peu, cette fois-ci avec un profil fédéraliste, face à plusieurs profils qui défendent le projet d'indépendance. Pour ne pas rater cette autre vidéo, pensez à vous abonner. Nous espérons que celle-ci vous plaira. Bonne écoute. Rémi Villemur, 31 ans, animateur et chroniqueur. Pour moi, la souveraineté du Québec, c'est la question du siècle. Donc, tout le monde va devoir un jour ou l'autre se positionner. Plus vite que prévu, je défends la même position depuis que j'ai 17 ans. Je suis en faveur de la souveraineté du Québec. Dans une fédération, une province partage ses pouvoirs avec l'État fédéral. Dans un Québec souverain, le Québec pourrait exercer 100% des pouvoirs. Charlie Bourda, j'ai 24 ans, je suis présentement étudiante et je suis aussi présidente de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Pour moi, la question de la souveraineté, c'est important puisque je me positionne en défaveur car je crois que la fédération, c'est le système où le Québec est le plus en mesure de s'épanouir et de s'enrichir. Bonjour Rémi, ça va bien? Ben oui, ça va super bien et toi? Oui, bon, fait que c'est une affirmation, c'est certain. Donc, on a vu que tu comprends bien le système d'une fédération. Donc, en effet, il y a le concept de partage des pouvoirs. Donc, toi, j'imagine que quand que tu dis ça, tu es en train de considérer le fait que les pouvoirs au fédéral qu'il possède nous nuisent au Québec? Non, pas du tout. En fait, l'État fédéral exerce des pouvoirs. Il y a des champs de compétences dans lesquels le Québec ne peut pas intervenir. Moi, ce que je te dis, c'est que dans un Québec souverain, le champ des compétences du Québec, ça atteint 100%. Absolument. Et pour toi, c'est une raison justifiable de faire la souveraineté? Tu penses que le Québec, en soi, s'il exercerait les pouvoirs qui présentement sont dédiés au fédéral, donc à Ottawa, on va dire, le Québec se porterait mieux? Bien, le Québec exercerait 100% des pouvoirs, c'est mon affirmation. Absolument. C'est une affirmation qui est vraie. Sauf que là, la question qu'on se pose quand on est dans la question de la souveraineté, est-ce qu'on fait un référendum sur la souveraineté, est-ce qu'on vote oui ou non, c'est est-ce que le Québec se porterait mieux? Dans le fond, est-ce que c'est dans l'intérêt supérieur du Québec? Puis là, la question, c'est d'avoir 100% de ses pouvoirs. Bon, c'est une chose d'avoir 100% de ses pouvoirs, de ses compétences, d'être maître chez nous et tout, mais présentement, les problèmes auxquels font face les Québécois, c'est dans leur quotidien. C'est des problèmes qui sont de compétences provinciales. Et donc, je vois pas en quoi la question des compétences fédérales viendrait avoir un impact sur la manière dont le quotidien des Québécois change. Bien, c'est parce que tu fais un choix. Là. Tu décides de regarder ce qui est de compétences provinciales. On peut regarder ce qui est de compétences fédérales aussi. T'sais, par exemple, on prend l'immigration. Est-ce que c'est un champ de compétences provinciales, ça, l'immigration? C'est un champ de compétences partagé. En partie. Donc, si tu as 100% des pouvoirs, tu es 100% responsable de ce qui t'arrive. Donc, si tu n'es pas 100% en détenteur de tes pouvoirs, ben, tu dois toujours regarder ailleurs, puis le responsable, c'est plus toi et seulement toi, c'est l'autre, et l'autre, c'est pas toi. Bien, aujourd'hui, ben pas aujourd'hui en fait, mais récemment, la semaine dernière, il y a eu un choix de faire venir 45 000 immigrants, et Véronique Proulx, qui est présidente de Manufacturiers Exportateurs du Québec, a dit que c'était pas ce que l'écosystème entrepreneurial au Québec voulait. Il voulait plus. Il avait fait une demande à 102 000. Okay? Donc, si, par exemple, le Québec avait 100% pouvoir en immigration, est-ce qu'on aurait accepté d'avoir 102 000?
Ben, ça dépend. On prendrait la décision qui est la nôtre, mais on serait signataire ou non des traités de réfugiés. On contrôlerait le recoupement familial. Il y a toutes sortes de champs de compétences en immigration, par exemple, qu'on ne contrôle pas. Puis, tu sais, 100% des pouvoirs, là, c'est pas juste l'immigration, c'est percevoir des taxes au port de Montréal, c'est contrôler 100% des taxes que tu envoies là-bas, tu les contrôles ici. C'est contrôler, par exemple, le droit criminel canadien, c'est le droit criminel canadien. Nous, on se l'est fait imposer, ce droit criminel-là, on pourrait le changer. On peut pas le changer si on est à l'intérieur du Canada comme province. Donc, 100% des pouvoirs, ça veut dire que tu agis à chaque fois sur chacun des champs d'intervention de l'État en fonction des mœurs de la société québécoise. Et on pourrait élargir le débat. Est-ce qu'on est les mêmes que les Canadiens sur tous les plans? Non. À commencer par la langue. Donc, ça se traduit dans les champs d'intervention d'un État, ça. Quand tu n'es pas pareil que ton voisin, non, ça, c'est certain. Tout ce qui coïncide et tout ce qui dirige le monde, ben, c'est en fonction de ce qui arrive aussi à ton voisin. Donc, c'est toujours très, très compliqué. 100% des pouvoirs, c'est envoyer des ambassadeurs à l'étranger, pas des dignitaires. On a des bureaux. Oui, on a des dignitaires et des bureaux. Oui, sauf que quand, par exemple, tu envoies quelqu'un à la table de négociation à Washington, quand vient le temps au Québec de parler, il faut que tu attendes que l'Ontario ait fini de parler avant. Puis c'est là, alors que tu enverrais un ambassadeur du Canada, tu aurais un rendez-vous avec l'ambassadeur des États-Unis. Pas un rendez-vous où tout le monde s'assoit, puis parle, puis on laisse les gens parler, puis OK, puis ta. Le compromis, c'est un choix. Absolument. Tu peux le valoriser, mais tu peux pas me dire que ça fonctionne toujours bien, faire un compromis, parce que dans un compromis, ça veut dire céder et ensuite parler. C'est le moindre mal. Moi, ça me tente plus de céder. Je comprends, puis c'est absolument valable, sauf que quand on se pose la question sur on modifie un système politique, on s'engage dans une fracture politique extrêmement violente, OK, qui est la séparation. On ne peut pas se baser uniquement sur la volonté d'avoir des ambassadeurs dans d'autres pays, tandis qu'on a déjà une représentation internationale au Québec. On a 34 bureaux du Québec qui nous permettent... remarqué que j'ai pas juste parlé de tout ça. Non, absolument. C'est pour ça que je commence comme ça, mais je m'enligne sur autre chose. Quand on scinde un système politique, quand on fait une fracture politique qui est violente, il faut s'assurer que ce soit pour le mieux du pays, okay, dans lequel on espère. Je suis pas un pyromane, moi. Non, je sais exactement, mais je comprends. Mais les motifs derrière les éléments que tu as avancés sont pas suffisamment valable, à mon sens, pour justifier une fracture. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que ça ait un impact directement sur les enjeux qui touchent les Québécois. Et ce n'est pas de percevoir des taxes au port de Montréal. Okay, l'immigration, le droit criminel. Le droit criminel, c'est une chose. On a le Code civil au Québec, donc c'est un système qui est but juridique. Ça, c'est un compromis. Ce qui fait en sorte qu'on a deux systèmes de droit qui se confrontent et qui se conjoignent ensemble pour créer le système de droit canadien. Et au Québec, on a le Code civil. Ce que je dis, c'est que présentement, les pouvoirs qui nous sont confédés par la Constitution canadienne, okay, donc nos compétences provinciales, nous permettent d'avoir le pouvoir d'exercer un changement réel sur la manière dont les Québécois vivent leur vie. Okay? Et que ce n'est pas de percevoir des taxes au port de Montréal ou d'avoir des systèmes fédéraux qui sont rapatriés en province. En tout respect, Charlie, je pense que tu mesures mal ce que ça représente de percevoir des taxes dans un port non, je le mesure très bien. Je pense que ce n'est pas juste d'avoir des taxes, j'ajouterais juste une chose. Une part de la dette fédérale. J'ajouterais juste une chose. Oui. De contrôler le transport maritime, de contrôler la voie maritime du Saint-Laurent, là, c'est pas un détail, c'est pas une rivière. Là. Non, okay? C'est l'un des plus importants fleuves en Amérique du Nord. Si à chaque fois qu'un bateau rentre là-dedans, c'est le fédéral qui prend la taxe comme ça, puis le Québec a un petit peu quelque chose là-dedans à voir, ben moi, je considère que c'est pas assez. Puis j'ai commencé avec l'énoncé suivant, on contrôlerait 100% des pouvoirs. Si tu veux 50% des pouvoirs ou 40% des pouvoirs, ça te regarde. Moi, je veux 100% des pouvoirs. Et moi, le modèle que tu me vantes et selon lequel on peut s'épanouir, ben, c'est drôle parce que une promesse, après presque 200 ans d'histoire, on devrait plus être peut s'épanouir, on devrait être épanoui. Oui, doit s'épanouir, absolument. Non, mais doit et peut s'épanouir. Pourquoi après 200 ans, c'est pas déjà fait? Moi, je te propose quelque chose de nouveau. Je te propose un tremplin autre. Je te propose quelque chose. Tu peux me dire, c'est hypothétique. Ça, c'est un argument faible, parce qu'on est effectivement dans un scénario qui n'est pas celui que je projette. Mais si tu me dis qu'après 200 ans, on peut encore s'épanouir, et moi, j'ai une question à te poser. Pourquoi c'est pas déjà fait? Moi, à mon sens, le Québec s'est épanoui. Je suis désolée, mais de dire qu'on est incapable de s'épanouir, c'est faux, OK? De dire qu'on pourrait s'épanouir autrement... Autrement, ça, c'est une question de l'opinion. C'est pas une question d'opinion. Si tu as 100% des pouvoirs, c'est sûr que tu t'épanouis plus. Non, c'est faux. Oui, si je te donne 50% de pouvoir sur ta vie,
OK. Puis l'autre 50 c'est quelqu'un d'autre qui contrôle pour toi. Est-ce que tu vas me dire que tu es plus épanoui que tu le serais si je te donnais 100 des pouvoirs? C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est une règle mathématique simple. C'est pas une règle mathématique simple, parce que d'avoir oui, c'est 2 fois 100 plus. Non, c'est pas ça. Ben oui, c'est ça. Non, c'est pas Ben, ça. 100 des pouvoirs, c'est plus que oui, c'est je 2 fois plus mais que 50 ça vient avec des responsabilités. Ça vient avec des responsabilités, ça vient avec une part de la dette fédérale, ça Bien vient sûr. avec l'obligation de se munir de services qui étaient auparavant occupés par les services fédéraux. Ça vient avec des responsabilités que l'État québécois, présentement, OK, a intérêt à les laisser au sein du fédéral. Pourquoi? Parce que juste de s'occuper de nos compétences provinciales, on est incapable de le faire présentement parce qu'on a un déficit de gouvernance. Le Québec, OK, dans les 200 ans que tu me parles, a été capable de s'épanouir, a été capable de le faire très grand. On a construit un État de droit, on a construit un État où les gens peuvent s'épanouir, on a construit des villes, des métropoles, on a construit un système politique au sein desquels les gens peuvent s'épanouir. C'est faux de dire que c'est impossible de s'épanouir. C'est faux. Présentement, s'épanouir, parce que moi, l'épanouissement, personnellement, là, remplaçons le Québec par un jeune de 18 ans qui veut sortir de chez ses parents. Là. S'épanouir, là, c'est partir. C'est décider de faire ce qu'il veut. Peut-être se péter la gueule, OK? Sauf qu'il se pétait la gueule aussi chez ses parents. Okay? Donc là, il veut savoir ce qu'il est. Il veut s'épanouir. Il faudrait aller voir dans un dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire s'épanouir? C'est pas à moitié. Là. Quand on s'épanouit, c'est pas on s'épanouit à moitié. C'est on vole de nos propres ailes. Donc, je préfère 100 des pouvoirs à 50 des pouvoirs. Et je t'inviterai à la prudence, parce que si tu poses un regard sévère sur ce que le Québec est capable de faire à l'intérieur du Canada, ça me semble être un mépris du Québec à l'intérieur du Canada. Dans sa capacité de faire... j'ai jamais posé un regard sévère envers... Ben, tu as dit on n'est pas capable de s'occuper de nos champs de compétences. Non. C'est ce que tu as dit. C'est pas... Tu as dit un déficit de gouvernance. Il y a un déficit de gouvernance, absolument. Je fais référence à quoi? Je fais référence aux 8 dernières années où est-ce que la CAQ a été incapable de s'occuper de nos services publics, de nos champs de compétences provinciales. J'ai Mais c'est parce qu'il y a un consensus chez les fédéralistes depuis... à peu près le référendum de 95, il n'y a aucun chef du Parti libéral qui a dit que le Québec ne serait pas viable économiquement à l'extérieur du Canada. Donc, sur ces questions-là, par exemple... Ça, on s'entend. Il y a une différence entre être viable et être prospère. Puis ça, c'est quelque chose que les souverainistes ne semblent pas faire la différence. Ça dépend lesquels. Moi, je suis partie là, quand j'avais 16 ans chez mes parents. OK, Rémi, c'est vrai, je te dis, là, OK, je suis partie là, du secondaire. J'étais à Lavaltrie. J'ai dit, moi, je m'en vais faire des études en histoire et civilisation au Collège Lionel-Groux. Je suis partie, j'étais en résidence. Ça me coûtait 300$ par mois. J'avais pas une scène. J'avais pas de job, OK? Je ne vivais pas dans la luxure. Tout était difficile pour moi. Je n'étais pas épanouie. Évidemment, comme la comparaison est boiteuse, comme quand on fait une comparaison avec des parents qui se divorcent. Ah oui, on peut s'entendre. Regrettes-tu d'être partie, Charlie? Non, je regrette pas d'être partie. Mais tu sais c'est sûr que j'aurais vécu mieux. Aucun État qui a déclaré sa souveraineté ne l'a regretté. Je sais. Par la suite, c'est quand même lourd de sens. Sur le plan historique, on serait quand même les seuls à reculer et à vouloir revenir. On est différents, mais pas tant que ça. Parce qu'on va pas se rendre à la Regrettes-tu d'avoir souveraineté? quitté ta maison? J'ai dit la comparaison est boiteuse, c'est impossible de la faire. Mais c'est toi qui l'as fait, la comparaison. Je t'ai expliqué quelque chose, puis j'ai dit la comparaison, elle est boiteuse, c'est impossible de la faire, tout comme on fait comparaison avec le divorce des parents. Ce que je dis, c'est que, bref, sur la question des compétences, en effet, on n'est pas 100% maître des compétences. Il y a des compétences qui sont fédérales, il y a des compétences qui sont provinciales, il y a des compétences qui sont partagées. Moi, à mon sens, ce système-là... on connaît le système, On connaît le système, ce système-là fonctionne bien. OK, ce qui fonctionne mal, c'est quand chacun d'entre eux ne prend pas leur part de responsabilité et s'occupe mal des compétences qui sont dans leur champ respectif. Et que ça, il faut faire des compromis, il faut ouvrir la discussion et faire preuve de coopération puis de collaboration pour que ça fonctionne bien. Mais, tu sais, t'es jeune, je suis jeune, OK? Donc, ça ne sera pas un argument d'autorité, t'es trop jeune pour, parce qu'on a à peu près le même âge. Sous Jean Charest, il y avait effectivement moins de conflits avec le gouvernement fédéral. Et depuis 8 ans, avec la CAQ, on a l'impression qu'il y a toujours un conflit entre François Legault et c'était Justin Trudeau, ce sera maintenant Mark Carney. De regarder les dernières années et se dire, bon, il y a eu un conflit, mais ça ne veut pas dire que c'est pas toujours comme ça, puis ça peut marcher. C'est oublier que sous Robert Bourassa, c'était compliqué. Sous Jean Lesage, c'était compliqué. Sous tous les premiers ministres, ou presque, ça a été compliqué, y compris des premiers ministres fédéralistes. Pourquoi? Parce que quand vient le temps de défendre les intérêts du Québec, on est dans un autre pays. Sur le plan des mœurs, sur le plan des pratiques, c'est pas la Chine, le Canada. On s'entend bien. Sauf que l'histoire, elle est imperturbable. L'histoire, elle nous le dit. Ça a toujours été compliqué. J'aime les choses simples, OK? Et les choses compliquées, qu'on me présente comme le meilleur modèle, a eu le temps de faire ses preuves. Je ne suis pas convaincu par le modèle. Okay, je comprends, absolument. Moi, je ne suis pas convaincu par le modèle d'indépendance. Ça c'est un fait. Moi, à mon sens, si on dit qu'on a de la misère à faire valoir les intérêts du Québec,
si c'est le postulat que tu souhaites amener, OK, c'est que historiquement, c'était difficile de faire valoir les intérêts du Québec, OK, au sein d'une fédération qui reconnaît le Québec comme une nation distincte, qui a un parti fédéral qui est à la Chambre des communes uniquement pour défendre les intérêts du Québec, qui a raison d'être d'ailleurs. Tu me dis, c'est difficile de faire valoir les intérêts du Québec. Si on se sépare, si on fait cette fracture violente, penses-tu vraiment qu'on va avoir plus de manières de faire des compromis, de faire des ententes, de faire des traités avec le Canada qu'on vient de claquer la porte, OK, qui est un marché énorme, qui est une masse de population énorme avec laquelle on peut commercer, avec laquelle on peut s'additionner pour faire valoir des causes que l'on partage, parce qu'on se rappelle, je suis désolée, mais les gens des autres provinces, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on partage, peut-être pas une langue, peut-être pas le même processus de sociabilisation, mais c'est une collectivité qui nous ressemble essentiellement. Charlie, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, le gouvernement du Québec est entré dans une phase compliquée du processus de négociation avec les médecins. Doug Ford, le bon ami de François Legault, a ouvert une ligne 1-800 Doug Ford pour nous voler nos médecins. C'est des coups de cochon depuis 1867. Il n'y a personne qui se doit quelque loyauté que ce soit. Il n'y a personne qui est le frère de quelqu'un ici ou le cousin de quelqu'un. On n'est pas des ennemis. Je ne suis pas en train de te dire que le Canada nous asservit et nous exploite. J'irai pas jusque-là. Ça a déjà été le cas, par contre. Et c'est pas inutile de se le rappeler. Puis des fois, de mettre un sens à l'histoire et de se relever, un petit peu de dignité, c'est pas faux. Ça fait quelque chose dans l'âme d'un peuple. Mais c'est notre ami, Doug Ford. Il prenait des bières avec François Legault et du jour au lendemain, petit coup de cochon comme ça, on va aller chercher des médecins, on a besoin. Il n'y a pas de loyauté. Je ne sais même pas à quoi ça sert de rester dans ce pays-là. On appelle ça un système anarchique, OK? Puis qu'on serait un pays... Anarchique? Anarchique, c'est le système monde, c'est un système anarchique où est-ce que peu importe qui est à côté de toi, que ce soit une province, que ce soit un pays, tu vas prendre avantage d'une situation qui désavantage les autres. Qu'on soit un pays, qu'on soit une province. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça, mais je veux dire, c'est... Mais on est le même pays, nous. Oui, on est le même pays. C'est ça que je comprends pas, en fait, parce que... simplement pris avantage d'une situation. Je dis pas que c'est correct, je dis pas que c'est... Ouais. Je veux dire, je pense pas que la comparaison a le lieu d'être dans le sens où est-ce que c'est une situation qui est particulière, où est-ce que là, il y a un conflit extrême entre un autre professionnel puis le gouvernement, donc là... Mais c'est pas une situation particulière, ça signale quelque chose quand même, parce que si tu me parles d'un beau pays uni et solidaire, OK? C'est pas ça que j'ai dit, j'ai jamais dit ça. Est-ce que tu le crois, par contre? Non, je pense pas qu'on est un pays... Tu crois pas que c'est un beau pays, le Canada? C'est un très beau pays, OK? Est-ce que c'est solidaire? C'est pas ça que j'ai dit, OK? Puis ça, non, c'est je te pose la question, là. La conversation évolue. La conversation évolue. Je pense que le Canada est un beau pays qui est uni, mais qui, en son sein même, OK, est composé d'entités distinctes. OK, et hétérogènes. Ça, c'est ce que je pense. Ouais. Et qu'ensemble, sont plus fortes. Uni et hétérogène, il y a quelque chose comme un non-sens là-dedans. OK, pardon pour... c'était... ne t'excuse jamais avec moi. Non, en fait, je m'excuse pas. Je m'excuse de m'avoir excusé. En gros, le Canada est un pays qui est uni, OK? Uni en quoi? En des entités qui sont distinctes, OK? Elles forment en soi un pays d'entités distinctes, hétérogènes, qui est uni au final. Si ça fait du sens. En gros, moi, je crois que d'avoir 100% des compétences, oui, en effet, ça fait qu'on serait pleinement maître chez nous, Absolument. Mais la manière dont on peut 100%... C'est beau dans ta bouche, ça, cette phrase-là. Mais oui, mais c'est vrai. On est parti de ce principe-là, Charlie. Moi, écoute, on va ricocher là où tu veux aller, mais 100% des pouvoirs, c'est plus que 50% des pouvoirs. Ça, c'est un fait. Sauf que moi, mon objectif final, OK, c'est d'avoir un Québec qui s'épanouit pleinement et où les enjeux auxquels font face les Québécois dans leur quotidien est répondu. Et ça, c'est comment? C'est de rester au sein de la Fédération, de s'occuper pleinement de nos champs de compétences, puis d'exceller dans ceux-ci pour pouvoir faire des compromis au sein de la Fédération, puis d'avoir un certain poids dans cette discussion-là. Puis ça, c'est en réussissant dans notre modèle québécois. Dans un monde où il y aurait un meilleur gouvernement, selon toi, que François Legault, c'est possible, ça existe. Le Parti libéral du Québec. Et un moins bon gouvernement à Ottawa que ne l'a été le gouvernement de Justin Trudeau ou de Mark Carney, OK? Qu'est-ce qu'on fait? Si tu as un gouvernement à Québec qui gère bien ses champs de compétences, puis tu as un gouvernement à Ottawa qui gère mal ses champs de compétences, deviens-tu soudainement souverainiste? Ou tu acceptes de vivre dans un monde où, juste parce que tu tiens à ton pays, le pays du Canada, et à ton modèle qui ne fait plus ses preuves à ce moment-là, puisque tu as quand même à Ottawa des incompétents puis des gens super compétents à Québec, donc tu attends 4 ans avant que ça passe? Non, pas du tout. Vraiment, je pense que c'est de sous-estimer le pouvoir des 9 millions de Québécois qui sont sur notre sol, OK, d'être capable de négocier puis de s'imposer au sein de ce modèle-là. On est régi par un système de droit, OK, qui définit concrètement nos champs de compétences, les manières où on peut œuvrer, où le fédéral peut œuvrer. Et notre système de droit nous permet de faire des pressions puis de se reposer sur ces bases juridiques-là pour s'assurer qu'il n'y a pas empiètement,
OK? Et lorsqu'il y en a, il faut un Québec fort pour faire en sorte que notre voix est entendue à Ottawa et que ce mauvais gouvernement-là hypothétique cesse toute entreprise d'empiètement sur les champs de compétences provinciaux. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent venir débattre? Comment ça marche, là? Oui. Juste une personne qui lève la main puis il reste 23 secondes. OK. Ah parfait. bon, ben voilà. Ben, en gros, je pense que ça résume bien. Puis la question des champs de compétences, c'est vraiment quand même assez central dans le discours. Central, je veux dire, dans le discours, puis ça a le lieu d'être discuté. Parfait. On va avoir cette discussion-là une autre fois, d'après moi. La vie, elle vient juste de commencer. La vie vient juste de commencer. La société québécoise vit au rythme d'une question constitutionnelle depuis au moins le début des années 60. On n'en sortira jamais. Donc, si on veut en sortir, si on veut se poser d'autres questions, il y a une seule façon d'y arriver, et c'est de faire la souveraineté. Massimo Brianti, 19 ans, étudiant en droit à l'Université de Montréal. Et pour moi, la souveraineté, c'est une question existentielle. Je suis d'accord là-dessus, mais je suis aussi d'accord que toutes les opinions devraient s'entendre, toutes les voix à travers le Québec. Et aujourd'hui, je suis ici pour parler d'un point de vue, le point de vue du non. Salut. Salut, enchanté. Enchanté. C'est intéressant comme question, le fait de demander des questions constitutionnelles. J'étudie le droit en ce moment. En plus, j'ai mon cours de consti hier, alors bonne matière à pratique aujourd'hui. Le fait de se demander les mêmes questions constitutionnelles depuis les années 60, bof. On le sait très bien, en 1982, on a adopté la loi constitutionnelle au Canada, le rapatriement de la Constitution de l'Angleterre. Et là, on a commencé à se poser des questions. Puis la question, si tu pourrais me la clarifier, s'il vous plaît, on parle toujours de la même question constitutionnelle. Laquelle? Non, mais attends une minute. La question constitutionnelle, pour moi, je n'étais peut-être pas assez clair. C'est pas la question du rapatriement de 82, c'est la question du sort du Québec à l'intérieur du Canada. Dans les années 60, tu avais Daniel Johnson père qui, 1965, écrit un pamphlet « Égalité ou indépendance ». Il demande de réformer la Constitution de l'époque. On se pose les mêmes questions. La question du sort du Québec à l'intérieur du Canada depuis 85 ans. À chaque fois qu'il y a des moments de faiblesse du mouvement souverainiste, il se reconstruit et il revient. On vient de le voir là, avec Paul Saint-Pierre Plamondon, le Parti québécois qui était à 0 dans les sondages et pressenti pour l'emporter aux prochaines élections. Moi, je veux faire du Québec un pays, mais si ça n'arrive pas, donne encore 10 ans au mouvement souverainiste pour qu'il revienne. Si tu veux vivre dans un monde comme ça, dans une rengaine constamment, où on revient toujours avec les mêmes enjeux puis qu'on n'affronte pas le siècle qui s'en vient d'une autre façon, ben, il faut faire la souveraineté parce que ce mouvement-là est destiné à revenir. C'est intéressant, puis tu as raison, le mouvement souverainiste revient, ça je suis d'accord avec toi, puis j'ai vu les sondages. Bon, je cautionnerais de dire que M. Plamondon sera le prochain premier ministre, on l'a vu au fédéral, un mois peut tout changer. Pressenti. Tout à fait, pressenti, exact. Mais là, on parle de questions constitutionnelles, et je pense, une des raisons qu'on reparle tout le temps de cette question constitutionnelle, c'est qu'on comprend peut-être pas, je dis pas toi, mais certaines personnes comprennent pas exactement ce que ça veut dire. Puis je l'ai appris très récemment, je te l'avoue, je suis en droit, j'apprends comment ça marche. Puis là, en m'assoyant dans un cours, puis en comprenant la complexité de la question constitutionnelle, de se dire que, est-ce qu'on le réalise vraiment qu'un référendum n'a aucun effet juridique autre que forcer le Canada pour des négociations? Le savions-nous que toute entente avec le Canada et les autres 9 provinces doit être ratifiée par toutes les autres provinces. Parce que toute modification au rôle du lieutenant-gouverneur qu'on a au Québec et qu'on abolirait, je présume, dans un Québec souverain, un pays, il n'y aurait pas de lieutenant-gouverneur du Royaume-Uni. Clairement non, là. Parfait, c'est correct. Mais là, toute abolition ou modification du rôle du lieutenant-gouverneur au sein d'une province a besoin de l'unanimité de toutes les provinces. Et donc, on se rend dans un contexte où on se dit, OK, bien beau de jaser d'un pays du Québec, mais c'est-tu faisable? Et là, la question que je me pose, on veut changer de question constitutionnelle, mais est-ce qu'on est prêt à avouer c'est quoi la réponse à cette question-là? De dire, mais là, il faut qu'on ait toutes les provinces ensemble sur une entente. Je ne comprends pas de quoi tu parles en ce moment. Ça n'a pas rapport avec ce que j'ai dit. Ça n'a pas rapport avec... Là, on parle... Non, parce que tu me parles des provinces, mais oui, si on sort... c'est ça la question constitutionnelle. Tu parles d'une question constitutionnelle qui est une question
La Le question droit. constitutionnelle en histoire, là, ça englobe la question de la souveraineté. Parce que la question constitutionnelle, pour quelqu'un qui étudie le droit, ça commence peut-être en 80, là, mais la question de la Constitution, elle est intrinsèque à la question québécoise depuis la Révolution tranquille. Moi, ce que je te dis, je t'invite à contredire ce que j'ai dit, c'est que c'est une question qu'on se pose depuis 85 ans. Et si le non l'emporte chaque fois, il y a chaque fois un autre exercice référendaire qui attend les Québécois. Moi, je propose d'en sortir de ce paradigme-là. Ça va faire se poser la même question depuis 85 ans. Il faut trancher à un moment donné. Tu auras remarqué une chose, je l'ai dit tantôt, aucun peuple qui n'a fait sa souveraineté n'a regretté de l'avoir faite. Donc ça, c'est presque un argument d'autorité. Bonjour, je m'appelle Maya, j'ai 22 ans. Je suis bachelière en sciences politiques et j'habite à Montréal. Pour moi, la souveraineté aujourd'hui, c'est quelque chose qui, tu sais, c'est dans l'air, etc. Mais je pense que avec le Québec qu'on a aujourd'hui, qui est un Québec qui doit être fort, on a le mérite d'être fort aujourd'hui dans un monde qui est instable. Pour moi, la souveraineté viendrait un petit peu entacher tout ça. Donc, on est là aujourd'hui pour débattre de tout ça et j'ai vraiment hâte. Merci. Bonjour. Bonjour. OK. Donc, moi, j'ai entendu le débat depuis le début. Il n'y a pas de problème. J'ai compris le point de le retour à la charge, etc. au Québec. Mais l'affaire, c'est que moi, j'ai envie de commencer par le point de 1980 et 1995. Donc, je trouve que c'est important de venir sur les bases d'abord. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un vote. Il y a 2 référendums qui ont été faits au Québec. Et la population a choisi le non. Moi, je comprends qu'en tant que souverainiste, là, c'est normal là, de soutenir son côté et de dire que oui, non, mais comme on est passé à ça, d'avoir notre pays, la réforme, toutes ces affaires-là sont valides. Mais je pense aussi qu'il est important de mettre l'emphase sur le fait que le Québec a choisi 2 fois non. C'est un vote de la démocratie. Et je pense que revenir à la charge, c'est quelque chose qui est normal, ce sont des questions qui se posent. Tantôt, tu as parlé de Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est un monsieur que je trouve vraiment intéressant, là, de sa carrure, ce qu'il propose en politique. Je trouve ça intéressant de l'analyser de cette façon, de la souveraineté. Mais l'affaire, c'est que je trouve, d'un point de vue démocratique, dangereux que son programme politique, ce soit juste le point de la souveraineté. Moi, ce matin, là, je suis allée faire un tour sur son site Internet. Là. C'était super intéressant, super beau, bleu, blanc, drapeau du Québec, on adore. Mais l'affaire, c'est que quand on va sur les petites vignettes en haut, la première affaire qu'on voit, c'est comment s'impliquer, comment nous contacter, le parti. Mais le point le plus important, c'est indépendance. Et je pense que c'est très dangereux d'avoir une population qui peut être politisée, comme pas politisée aujourd'hui, de l'attraper sur le fait de l'indépendance seulement. On oublie son programme à côté, on oublie le programme de l'immigration, la façon que les gens vivent aujourd'hui. Toi, tu es politisé, ça se voit que tu as du bagage, etc. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas politisées de la même façon aussi. Donc, je trouve que mettre le point juste sur l'indépendance, c'est hyper dangereux. Ensuite, dans son programme, il nous parle beaucoup de destin. Ben c'est pas, attends, juste une chose, là, c'est dangereux, donc ça suscite un danger. Mais moi, je pense que c'est dangereux de juste mettre de l'avant juste que son programme politique, c'est l'indépendance. C'est pour attirer le monde à voter. C'est dangereux parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller... Ben oui, moi, je pense que ça attire les gens qui prônent l'indépendance seulement à voter pour lui et pas forcément pour ses idées. Okay. Moi, je trouve qu'il a des super bonnes idées, mais si les gens votent pour toi seulement pour l'indépendance et un référendum... Mais si tu connais ses idées, ça veut dire qu'il les a communiquées, ses idées. Ça veut dire oui, il nous a parlé du destin tout le long de son programme. Là. Et je pense que la politique aujourd'hui, la démocratie, ça ne doit pas reposer sur le destin. On ne fait pas un gouvernement avec le destin. Il nous parle de maître de son destin. On est maître de notre... c'est écrit là, sur son site. Mais il y a une plateforme électorale. Le maître de destin. Aux dernières élections, le PQ a présenté une plateforme électorale. Mais il n'y a pas de problème. Moi, en partant, je n'ai pas ma carte de membre du PQ. Je ne suis pas représentant du Parti québécois, mais je suis à peu près... Je comprends parce que tu as prononcé Paul Saint-Pierre Plamondon. Et je trouve que c'est intéressant de venir avec justement tout cet engouement qu'on revient à chaque fois de pourquoi on revient encore à cette question du oui et du non. Un gouvernement, ça ne se forme pas sur des destins, sur des idéaux, ça se forme sur du concret. Et aujourd'hui, on est en train de faire du concret, on est en train de parler d'affaires concrètes, mais si on nous parle de destin, etc., et qu'on part sur le site, puis c'est destin. Après, il y a une petite immigration parce qu'on sait la question de l'immigration est très controversée, Je trouve ça déplorable aujourd'hui. Tu sais, juste avant, ma collègue était en train de parler justement de ce qui s'entraîne, justement, le fait de revenir, etc., à chaque fois, sur la question.
Mais sur le fond, qu'est-ce que tu me réponds? Parce que moi, mon affirmation, c'est la suivante. Aussi longtemps qu'on va rester dans le Canada et qu'on va répondre non à cette question-là, on est destiné, ou si tu n'aimes pas le mot destin, on est on est certainement dans un monde où on va se la reposer, cette question-là. Moi, je comprends pas ta question. Je comprends pas c'est quoi le problème avec le fait d'exercer un processus de consultation populaire sur l'avenir démocratique et l'avenir politique d'une nation. Cette question-là, on peut se la poser des centaines de millions de fois si on veut, puis c'est un processus qui est légitime d'ailleurs de se la poser. Parce qu'on parle de notre avenir, et notre avenir, c'est qui le contrôle? C'est nous. Heureusement, présentement, il y a au-dessus de 60% des gens qui veulent rien savoir d'un Québec souverain parce qu'ils savent très bien que le Québec s'épanouit beaucoup mieux au sein de la Fédération. Mais je vois pas c'est quoi le problème de continuer de faire des processus de consultation populaire qu'on appelle référendum, puis là, on parle d'un référendum sur la souveraineté. Je vois pas c'est quoi le problème d'avoir ce processus-là. On peut se le poser 40 fois s'il faut. T'es brillante, mais t'es un peu malhonnête. Bon, donc, moi j'ai pas parlé, j'en ai rien contre les processus de consultation de la population, franchement. Mais je dis juste une chose, par contre. Mes parents se sont posés la même question que mes grands-parents et mes petits-petits-enfants vont se reposer cette même question-là si à chaque fois on se dit non. C'est une rengaine, c'est redondant. Ça nous empêche peut-être de nous poser d'autres questions. C'est faux. C'est très correct. Comme tu as dit, tes parents, tes grands-parents, maintenant toi. Qui forme la population québécoise? C'est les générations au sein desquelles qui la construisent. Ouais. Et donc, c'est légitime que ces générations-là, que cette population-là se pose la question. Et s'il faut se la poser à chaque génération et qu'à chaque fois c'est non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va délimiter un pattern. Tu sais, tantôt, tu me parlais de maths. Bien là, on est en train de voir un schéma, OK, qui se construit et qui se continue dans le temps, qui perdure, que les générations, mes grands-parents, mes parents et maintenant moi, si par pur hasard, PSPP rentrerait au pouvoir et ferait un référendum sur la souveraineté dans les 4 ans de son premier mandat, la réponse va être non. Et ça va être majoritaire et tout le monde le sait. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un pattern. Les générations, la population au Québec n'en veut pas. Mais c'est correct. Mes enfants et mes petits-enfants, s'ils doivent se poser la même question encore une fois, bien c'est correct. On va faire un autre référendum sur la souveraineté, puis la réponse, ça va être non. OK. Bien, écoute, ton argument a le mérite d'être rafraîchissant parce que c'est d'habitude, les gens qui appartiennent au clan fédéraliste trouvent la question nationale pas importante, disent que c'est une question qui nous empêche de nous poser les questions les plus importantes, disent que ça divise les familles. Donc, oui, ça divise, c'est sûr. Moi, mon grand-père, il n'est pas de bonne humeur comme moi, je te dis. Si c'est le souhait que tu as pour les générations futures, ça t'appartient. Mais moi, je pense que au prochain référendum, ça va être une question difficile parce que c'est une question sérieuse. Mais par la suite, si le oui l'emporte, on va enfin aller de l'avant. Et on ne se posera plus cette question-là. Alors que dans le Canada, on est destiné à se poser toujours la même question si on choisit de rester dans le Canada. Permets-moi de me clarifier tantôt parce que t'as remarqué que t'as pas compris ce que je disais. Puis là, tu viens de dire quelque chose que ça a cliqué, puis peut-être je peux l'expliquer autrement. Vas-y. Si le oui l'emporte, on peut aller de l'avant. Mais c'est ça que j'essayais de sortir, puis je m'excuse, je n'étais pas assez clair. Si le oui l'emporte, il n'y a aucun effet juridique. Ce que veut dire, c'est qu'on a des négociations, puis c'est là que je suis sorti pour dire que pour toute modification de la Constitution, il faut l'unanimité de toutes les provinces. Alors c'est là que sort ma réponse de... Si on veut d'avancer en tant que Québécois, il faut être aussi honnête à c'est quoi la réponse à cette question-là. Le fait de dire oui à un référendum, ça ne veut pas dire qu'on se lève le lendemain et puis le Québec, c'est un pays. Alors, il y a aussi ce point de vue-là de dire que, mais la question, on l'a vu, la loi qui est passée après, la loi sur la clarté de la question, c'est est-ce que le Québec va devenir un pays? Puis là, c'est une négociation après qui s'entend avec le Canada. Alors, si on veut s'avancer, toi, tu penses que, tu es correct, que la seule façon d'aller de l'avant, c'est de dire oui au référendum. Moi, je me dis que une autre façon d'aller de l'avant, c'est de bien éduquer la population. Ça veut dire quoi, dire oui à un référendum? Ça veut dire quoi? Ça entame quoi? Puis si on comprenait bien qu'il faut entamer des négociations, puis qu'il faut avoir une entente avec toutes les provinces du Canada, puis après, il faut 3 ans, parce que toute modification de la Constitution peut prendre jusqu'à 3 ans, puis un processus de 3 ans pour toute acceptation au Canada. Tu sais, c'est un processus que si on s'assoyait avec les Québécois, on se dit, regarde, c'est ça que vous dites, oui. Ou
on peut mettre l'emphase sur les enjeux provinciaux. Puis bon, on va pas retourner sur la question des compétences à 100%, mais tu sais, de parler d'avoir 100% des compétences, c'est un fait, c'est des maths, tu l'as très bien dit, mais aussi, il faut regarder aussi, tu as 100% des coûts, 100% des dépenses. Bien sûr, ça, c'est correct. Je suis au courant, mais tu sais, que c'est pas sûr que ça fasse bien paraître l'option fédéraliste que de rappeler qu'au lendemain d'un référendum gagnant, les problèmes commencent. Jean Chrétien, on pensait qu'il avait dit quelque chose de bien intelligent l'autre jour, mais ça vous a fait très mal paraître quand il a dit qu'au lendemain d'un référendum gagnant, il n'aurait pas reconnu le résultat. Et je suis en désaccord. Parce que la voie démocratique doit toujours... Tu es en désaccord avec qui? Avec Jean Chrétien? Avec le fait de ne pas respecter la voix des Québécois, absolument. Je suis québécois, je crois que le Québec doit, mais comme l'a très bien dit Charlie, les Québécois ont parlé. Ils ont parlé 2 fois. Qu'ils le disent une 3e fois. Toi, t'as parlé, toi? Moi, j'ai pas parlé. Il y a personne. On est 5 en ce moment. On est combien, là, ici? Là? On est 6? On est 7? Oui. Il y a personne qui a parlé ici. Puis ça me fera plaisir d'aller voter pour le non. Ça me fera grand plaisir. Mais c'est ça aussi de se dire que la seule façon d'entamer d'autres enjeux constitutionnels, c'est de devenir souverain. Non, j'ai pas dit d'autres enjeux constitutionnels. Là, tu te trompes avec l'autre débat de tantôt, peut-être. Là. Moi, ce que j'ai dit, c'est que la question de la souveraineté du Québec, c'est une question qu'on va se poser jusqu'à temps qu'elle soit faite. La preuve, à chaque fois que le mouvement souverainiste perd une bataille, il revient. Ça lui prend un moment, mais il revient. Si on accepte de faire la souveraineté du Québec, évidemment, ça va prendre la majorité de la population, là, OK? On va enfin pouvoir se poser d'autres questions. Pas d'autres questions constitutionnelles. Bon, peut-être d'autres questions constitutionnelles, mais pas cette question-là. À un moment donné, les peuples doivent passer à autre chose. On est parmi les seuls au monde qui nous posons la même question depuis 85 ans. Ça a un petit peu rapport avec notre incapacité parfois à avancer au même rythme que les autres. Incapacité, c'est un drôle de mot. Je ne suis pas incapable de parler de santé. Je ne suis pas incapable de parler de notre système d'éducation qui est en échec de donner les ressources nécessaires à nos enfants puis à nos profs. Je ne suis pas incapable de parler que nos PME en région ont besoin de soutien. Alors là-dessus, je suis en désaccord avec toi de dire qu'on n'est que capable de parler de souveraineté. Non. Déjà, je suis revenue parce que il me semble que tu avais quelque chose à me dire du dernier bout avec ma collègue avant. C'est pas grave si tu t'en rappelles plus. Moi, je veux juste revenir un petit peu sur le débat parce que tu as dit beaucoup de choses intéressantes. Donc déjà, on est revenu dans pourquoi on revient, etc. Blablabla, on a déjà passé ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est que il y a un sondage léger, je pense, qu'il y a eu il y a quelques semaines qui est sorti, etc., où 59% de la population, dit non à un référendum. Puis là, il y a 65% qui disent qu'ils sont contre, etc. Ça, on s'entend. Moi, ce que je veux savoir, c'est on enlève nos opinions politiques à deux, il n'y a pas de problème. C'est que dans un système démocratique... Je vais garder mes opinions, moi. OK, parfait, on va les garder alors. Je les remets sur moi, il n'y a pas de problème. Dans un système démocratique, on doit écouter les personnes. C'est sûr que là, on dit qu'il n'y a personne qui a voté ici. Et je le comprends. Donc moi, dans la démocratie que j'accepte aussi, moi, je ne serais pas contre... Mais tu sais, pas contre le référendum, je ne sais pas ce que j'essaie de dire, mais je veux dire que s'il y a un référendum qui a lieu, et on vote, etc., et que ça fait encore non, et que dans 4 ans, on fait un autre référendum, et que ça fait encore non, si les rôles étaient inversés, et que c'était un oui qui était dans la mauvaise posture, on va s'entendre, est-ce que ta réponse serait la même aujourd'hui? Écoute, il y a tellement de choses que je veux te dire. Premièrement, sur la question des sondages, ils veulent rien dire. À 1 an du référendum de 1995, le oui était à 33%. Okay. Il est monté à 50% plus 1. 100%. En passant, tantôt, j'aurais peut-être dû intervenir. Le référendum de 95 a été volé et c'est documenté. Okay. On peut en parler si tu veux. On va en parler, c'est ça, c'est vrai. Si on devait se fier au sondage, je pense que le Parti libéral devrait arrêter de s'exprimer sur la place publique. Ben oui. Voyons donc. Ben oui. Si on se fiait au sondage seulement. Non, parce que les sondages, c'est important aujourd'hui. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est important parce que si on prend les sondages, à ce moment T où on parle, 65% des Québécois aujourd'hui veulent avoir accès à un logement. 65% des Québécois aussi veulent manger, avoir une épicerie dans leur frigo. 65% des Québécois veulent fuir la précarité. Et 65% des Québécois ne veulent plus être en situation d'itinérance aussi. On se bat pour ça. Et je trouve que le référendum, à ce moment T,
d'un Québec qui est fragilisé dans un espace, un Québec et un Canada. On est d'accord. Ensemble. Mais on est d'accord, c'est ça. On est d'accord. Non, mais Si on arrête de se poser cette question. Non, mais le mot, c'est ensemble. Ben oui, fragilisé dans un espace monde. Je comprends que là, on est en train de parler, etc., et on dit aux libéraux de ce terme, mais c'est ça que le gouvernement libéral dit. On ne veut pas séparer les mais non, mais je dis pas aux libéraux de se taire. Ce que je te dis, c'est que tu m'as dit que les libéraux devraient se cacher se taire. Là. Je suis désolée, on l'a sorti. Écoute-moi bien. Ouais. Si le oui, en ce moment, dans les sondages, est bas, oui. et que des gens qui sont du côté fédéraliste disent « Regardez, là, arrêtez de parler de ça, c'est la preuve que les Québécois ne sont pas là. » Ce que je te dis, c'est regarde les sondages sur le taux de popularité du Parti libéral et arrêtons d'écouter les libéraux. Mais les libéraux font partie de la population québécoise. Moi, je suis une libérale et je fais partie de la population québécoise. Ça veut dire que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que moi, je n'aurais pas le droit de parler à cause de ce que je pense. Mais genre, j'emprunte ta logique. Moi, la logique, la mienne, je vais t'expliquer c'est quoi. Oui, c'est que les gens peuvent vendre leur projet politique. Oui. D'accord? Donc, 100%. Aux prochaines élections, le Parti libéral est invité à présenter son projet. Ben, c'est ça que Pablo Rodriguez fait. Il est depuis un an et un peu plus, il est partout dans la région. Et les souverainistes, il est à Chicoutimi, il est à Rivière-du-Loup, il est à Montréal, il est partout. Et les souverainistes, d'ici le prochain référendum, sont invités à promouvoir leur option. Donc, de regarder le oui et au niveau auquel il est, puis de dire, regarde, c'est la preuve que ça n'a pas de valeur, ben, alors on va prendre tous les projets et toutes les propositions politiques. Personne n'a dit que ça n'a pas de valeur. Ben, tout est pris en compte aujourd'hui. Tu as commencé avec le sondage. Là. Non, le sondage, c'est ce que le sondage veut traduire à ce moment T. Ouais, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que le oui n'a pas de valeur. Et moi, c'est ça que j'essaie de comprendre. Pourquoi une personne un côté devrait avoir la valeur et l'autre non. Aujourd'hui, c'est ça qui prime. Dans une démocratie, on choisit les gens qui priment. Si on fait un référendum aujourd'hui dans un Québec où, moi, je suis contente si les gens qui nous regardent aujourd'hui ont un toit aujourd'hui sur la tête, ont de quoi manger, ont accès à l'université, mais il y a une majorité des Québécois aujourd'hui que malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Je ne sais pas si tu as entendu parler des campements qui se passent aujourd'hui à peu près partout dans la province. On peut en voir à Montréal aujourd'hui. Des campements de personnes qui vivent avec des familles dehors, dans le froid, dans l'hiver. Non, je ne sais pas c'est quoi le rapport avec le débat. Là, ben, ça a un rapport avec le débat parce qu'on est en train de parler des citoyens. Moi, j'aimerais faire de la politique pour les citoyens. Okay. Moi, quand je parle aux gens, quand j'écoute les politiciens que j'écoute, je veux m'assurer que c'est à moi qu'ils parlent, à la citoyenne et pas forcément à la politique. Ben, j'aimerais ça. Je pense que toi aussi. Tu serais bonne. Ben, toi aussi, je pense que tu serais incroyable. L'un des plus grands défis qui attendent les sociétés occidentales, c'est celui de l'immigration. Le Québec, à l'extérieur du Canada, va mieux relever le défi. Claude Corrales, j'ai 26 ans, je suis un des jeunes du Parti libéral du Québec. Puis moi, je suis ici pour défendre non seulement mon attachement émotionnel et identitaire au Canada, mais aussi de promouvoir le fait que le Québec peut pleinement s'épanouir dans ce système fédéral, même si ce n'est pas parfait. Premièrement, je voudrais commencer en disant je suis fièrement québécois. Oui. Je suis enfant de deux parents qui sont issus de l'immigration, qui ont choisi le Québec, qui ont pleinement contribué à l'ensemble de l'économie, de l'épanouissement du Québec et du Canada. J'en connais beaucoup de la communauté des Philippines, par exemple. Et aussi... T'es Philippin d'origine? Oui, je suis Philippin d'origine. Oui, je sais, c'est beau, avec la teinture. Mais voilà. Donc, ce que je voudrais te demander avant de commencer, pour comprendre, pour aller dans le fond de ton point, pour toi, c'est quoi l'image, dans un Québec souverain, de notre système d'immigration? C'est quoi ta philosophie au sujet de l'immigration dans un Québec souverain? Mais en fait, bon, moi, je ne suis pas politicien, encore moins un élu. Non, mais mon point étant le suivant, c'est que je vais te défendre une idée de ce que ça pourrait être, mais ce n'est pas un programme politique. Oui. J'ai jamais eu de discussion avec personne à ce niveau-là. Quand on accueille au Canada des immigrants et qu'ils s'installent au Québec, par exemple, ils arrivent ici avec un bagage. OK? C'est dans le sens figuré et dans le sens propre. Là. OK? Mais retenons le sens figuré. Ils arrivent ici avec une histoire, avec une généalogie, un passé, des traditions. Ils s'installent ensuite au Canada. C'est le Canada qui les accueille en passant là. C'est la citoyenneté canadienne. Bon. Ils s'installent au Québec ensuite. Là, tu as 3 identités. OK? Tu en as 3 là. Tu as une identité qui est celle, par exemple, de tes parents. Oui. Tu as l'identité canadienne et tu as l'identité québécoise. Tu peux essayer de me faire croire, mais bonne chance, que c'est pas compliqué tout ça.
que ce jeu-là est Ben, il un n'y a jeu rien de compliqué au niveau de l'identitaire, évidemment, il n'y a rien de Non, compliqué. mais tu peux essayer de me faire croire que c'est pas compliqué, que c'est même simple, que ça se fait bien, qu'il n'y a aucun conflit de loyauté entre chacune des identités, que les gens se sentent autant canadiens que philippins, que québécois et que tout ça, ça se mesure au même niveau et que ça... Moi, j'y crois pas. Moi, je Oui, pense qu'un mais- jour ou l'autre, il y a un mais- conflit de loyauté qui se fait. Et je propose dans un Québec souverain que les gens qui arrivent ici soient intégrés à la société québécoise. J'en veux des immigrants. Et il y en aura de toute façon. Tu sais quoi? Moi, si je décidais de mettre un mur, là, les gens sauteraient par-dessus. Donc, ton OK? simple définition Donc, il y en aura toujours de l'immigration. de ton idée d'un Québec souverain hypothétique, dans le sens que, pour toi, c'est une question de loyauté pour les nouveaux arrivants, les nouvelles arrivantes? C'est une question de loyauté au Québec? Non, D'être mais- québécois? Parce que l'exemple... Pour moi, je trouve ça un peu méprisant. Désolé pour utiliser ce genre de mots, mais je trouve ça un peu méprisant pour les personnes comme moi, pour les personnes comme mes parents, pour la panoplie de Québécois et de Québécoises issus de l'immigration qui contribuent fièrement Ben oui. à l'épanouissement du Québec au niveau culturel, au niveau linguistique, au niveau économique, mais qu'en ce moment, on est en train de remettre en question leur loyauté envers le Québec. Je vais préciser Avant de finir, avant de procéder, ce que je veux dire, c'est moi, je fais partie d'une communauté, comme plusieurs d'autres Québécois, qui ont une multitude d'identités et qui en sont fiers de leur multitude d'identités. Mais ce n'est pas une question de loyauté de est-ce qu'ils sont plus loyaux envers le Canada, est-ce qu'ils sont plus loyaux envers les Philippines, est-ce qu'ils sont plus loyaux envers le Québec. On peut être fièrement les trois loyaux à l'idée du Québec. Ouais. Moi, C'est-à-dire que moi, j'ai une seule loyauté dans la vie. Mademoiselle la députée. Monsieur le député, ça va? Ça va bien. Très bien. Parfait. Donc, je pense qu'on va être d'accord avec quelque chose aujourd'hui. Oh. Je pense que c'est la seule affaire. C'est, j'ai beaucoup aimé l'analogie des identités que tu nous as sorti un petit peu. Mais par contre, encore une fois, là, Les ennuis commencent. les ennuis commencent. La loyauté. Je comprends que tu dis que toi, par exemple, toi, là, Rémi, tu as une loyauté dans la vie. Ouais. Tu bouges pas, tu es un homme de parole, etc. Mais avoir plusieurs loyautés, avoir plusieurs identités dans la vie aussi, c'est beau. Et je pense que tu n'as pas juste une identité, parce que je sais pas où, je ne veux pas remonter dans ta vie personnelle, là, mais par exemple, moi, j'ai grandi à Montréal, OK? Je voyage, je suis camerounaise, je voyage au Cameroun, tu peux aller en France, tu peux aller au Sénégal. Et je pense que ce qui est beau dans la vie aussi, avec le fait de migrer partout, parce que même dans un petit voyage, tu migres quand même, c'est que tu rajoutes à ton identité personnelle plein de petits bijoux que tu rajoutes à ta personne et ce qui fait de toi aujourd'hui la personne que tu es aujourd'hui. Ouais. Dire aujourd'hui que cette loyauté serait contre un Québec, je trouve ça un peu insensible et même beaucoup insensible. Tu as raison, aussi. puisque j'ai jamais dit ça, je me sens pas concerné. Ben, Donc, tu nous moi, as ce que dit que j'ai- tu as une loyauté dans la vie et que j'ai- les gens qui ont pas de qu'il y en a qui ont plusieurs Attention à ce que loyautés. tu vas dire, parce que là, il va falloir que tu me cites. Là. Tu as dit que... Oui, on Donc, est en tape. Ouais, donc j'ai... Tu as dit que tu as une loyauté dans la vie Ouais. et que, de ce que j'ai compris, et je cite encore, les gens qui viennent ici avec un bagage, etc., Ouais. à un moment donné, il y a un conflit d'intérêts et ils ont plusieurs loyautés dans Conflit leur de vie. loyauté. Donc, par conflit de loyauté, je vais le préciser comme ça, on va cesser de me prêter des propos. Non, mais regarde bien. Un conflit de loyauté, Ok. ça veut dire que, par exemple, je ne vois pas en quoi, par exemple, est-ce qu'il y a une partie de ton identité qui est camerounaise? Oui, Parfait. 100%. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un conflit possible de loyauté entre le Cameroun et le Québec. Ok. Par contre, il peut y avoir un conflit de loyauté entre le Canada et le Québec. Ça, c'est sûr. Sur plein d'enjeux, on ne pense pas les mêmes choses. OK? Donc, historiquement parlant, c'est assez fondé qu'il peut y avoir un conflit de loyauté. Bon, un conflit de loyauté, ça ne veut pas dire l'incapacité de faire cohabiter des loyautés. On a la preuve contraire de ça. Ça fait des années qu'il y a une certaine forme de cohabitation. C'est compliqué. Moi, dans un monde où les gens se définissent de plus en plus avec de nombreuses identités, On s'en reparlera, Rémi. Alors là, parlons de loyauté, parlons d'identité. Ouais. T'en as mentionné, trois identités. Alors, moi, je vais t'en rajouter. Moi, j'en ai 4. Parce que moi, je suis moitié grec, moitié italien, issu d'immigration. Mais je suis né au Québec, né au Canada. Ça, c'est parfait. Bon. Mais là,
je vais être en désaccord sur un point, c'est le point d'équivalence entre identité et loyauté. Puis là, là, je suis content que tu aies expliqué la loyauté, qu'est-ce que ça veut dire. Parce que moi, quand j'entends loyauté, ça me fait penser, là, dans la fin du 20e siècle, aux États-Unis, lorsqu'on avait la recherche des communistes, parce qu'il y avait des Américains qui étaient alliés à l'adversaire. Tu nous emmènes pas trop loin, j'espère. Là, Mais non, mais juste pour dire que loyauté, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais le fait que je suis issu d'immigration, que j'aime moins le Québec, puis que je vais m'en aller au... La loyauté, ça veut dire quoi? Définis regarde, ça, s'il te plaît. Regarde bien, je vais le faire avec plaisir. Regarde bien. Dans un monde où on accueille de plus en plus d'immigrants, et moi, tu vois, contrairement à certaines personnes qui pensent qu'on va pouvoir arrêter les flux, moi, j'y crois pas pantoute à ça. OK? Moi, je pense que le siècle qui nous attend, c'est un siècle où on va faire face à ce défi-là. Il y aura de plus en plus d'immigrants. Okay? Moi, je veux que les immigrants, quand ils arrivent au Québec, ils deviennent québécois et s'intègrent au Québec. Je veux pas qu'ils aillent dans une cérémonie de citoyenneté avec des drapeaux du Canada, un roi moribond et qui sert à rien, à qui on prête serment. C'est pas mon identité. Quand on leur demande de faire ça, premièrement, qui sait si ça leur tente vraiment de faire ça? Deuxièmement, on vient de créer un conflit de loyauté. C'est-à-dire qu'il y a une loyauté au Canada, ils doivent quelque chose au Canada. J'ai jamais rencontré un immigrant de toute ma vie qui m'a pas dit qu'il devait quelque chose à sa société d'accueil. OK? Jamais rencontré ça. Parce que et ça vient de leur bouche. D'après moi, ils ont compris qu'est-ce que ça veut dire immigrer. Alors moi, je préfère un monde, je pense que ça serait plus simple, où les gens qui arrivent ici doivent quelque chose au Québec, pas quelque chose au Canada, au Québec aussi. Il y a un conflit de loyauté. Et je le précise, la loyauté n'est pas entre l'identité d'origine et l'identité québécoise. Tu es autant québécois que moi. Si tu te dis québécois... Je suis content qu'on est d'accord là-dessus. Je vais citer Falardeau. Si tu te dis québécois, tu es mon frère. Formidable. OK? Parfait. On se voit au souper ce soir. Mais là, de parler aussi de loyauté envers le Québec, tu sais, c'est aussi, quand on parle avec ces immigrants-là, est-ce qu'on a la véritable considération de se dire que parce qu'en ce moment, oui, ils ont une loyauté envers le Canada, mais tu sais quoi? Le Québec fait partie du Canada. Alors, je ne crois pas qu'il faudrait en ce moment différencier les deux. Une loyauté envers le Canada, c'est une loyauté envers le Québec. Et jusqu'à temps que ça change, puis je ne crois pas, puis on débat aujourd'hui si ça change pas, je ne crois pas que ça va changer, mais jusqu'à temps que ça change pas, c'est la même chose. Mais est-ce que tu veux que je te prouve? Une chose, d'abord. Deuxièmement, dans la question de la première question, l'affirmation, le défi de l'immigration. Là-dessus, puis c'est ton droit de choisir le langage de ton affirmation, moi, je modifierais le mot défi avec opportunité. Parce que, comme l'a mentionné Charlie précédemment, il y a eu une demande par je ne sais pas quelle organisation économique de demander plus d'immigration. L'immigration, c'est une richesse, une opportunité, mais l'immigration, c'est une opportunité dans le sens que c'est ce qu'on en fait. Alors, si on prend nos immigrants, on les accueille au Québec, au Canada, whatever, puis on leur donne pas les ressources, puis le soutien qu'ils ont besoin pour qu'ils deviennent et s'intègrent de la bonne façon, c'est pas de leur faute à eux. Mais on s'éloigne de la question, si je peux me permettre. Mais non, on ne s'éloigne pas parce que là, on appelle ça un défi. C'est un défi, c'est connotatif de façon négative. Et on l'a vu dans cette salle-ci, des enfants, des jeunes issus d'immigration. Puis je m'excuse, c'est pas un défi, c'est une opportunité. Une opportunité d'enrichir le Québec. Une opportunité que le Québec s'épanouisse avec ces gens-là. Écoute, on est dans un appartement en ce moment, on fait le tournage, là. Il ne rentre pas 1000 personnes ici. Si on veut en faire rentrer 1000, je t'annonce que ça sera un défi. Il va peut-être falloir acheter l'appartement à côté, abattre le mur. Je te dis pas que je suis contre. Je te dis c'est un défi. Tu peux me dire que c'est une richesse. Je peux te dire que c'est un défi et une richesse. Mais ça représente un défi d'accueillir des gens. Ça veut pas dire qu'un défi, il faut pas que tu penses à quelque chose de mal. Là. Un défi, ça veut dire qu'il y a un enjeu de logistique. Il faut aménager quelque chose. Tu comprends? Dans un Québec souverain, ce serait plus simple que les gens aient une loyauté à leur pays d'origine. Jamais je vais blâmer quelqu'un de quitter un pays, d'arriver ici et de ne pas complètement oublier d'où il vient. D'accord? Je suis fier d'être québécois. Je crois à l'identité québécoise, donc je crois à ces identités-là. C'est plus simple, dans un monde où on va devoir faire face à ce défi-là, qu'il y ait qu'il n'y ait pas de conflit de loyauté, qu'il y ait un degré de loyauté de moins. Et en passant, si les gens qui arrivent ici, les immigrants, peuvent à la fois s'intégrer au Canada et s'intégrer au Québec, je ne comprends pas alors pourquoi, en 1995, la stratégie du fédéral a consisté à naturaliser des gens à la vitesse grand V. Ils ont fait ça pourquoi? Ils ont fait ça parce que quand tu donnes un drapeau du Canada à quelqu'un et tu lui dis que tu es citoyen, soudainement, ta loyauté, elle va plus au Canada qu'au Québec.
Bon, je comprends. Fait que là, mettons que je ressente un petit peu le débat sur la question initiale que tu disais que l'immigration est nécessairement un défi qui va frapper les sociétés de demain. Essentiellement, c'était ça, si je me rappelle bien, que l'immigration soit un défi que nous aurons à relever, surtout dans une perspective d'un Québec souverain, dans le cadre duquel on va devoir faire face à l'intégration pleine et complète. Ben, ça serait plus simple, en fait. Ça serait plus simple. OK. Serait plus simple. Donc, le problème, selon toi, n'est pas un problème de la provenance de ces immigrants-là, n'est pas un problème, en fait, de l'essence même de ces immigrants-là, qui ne font aucune différence entre un citoyen immigrant et un citoyen québécois, canadien, comme moi, par exemple. OK? Le problème est de l'intégration et le fait qu'ils, par exemple, plaident loyauté au Canada. Ça, c'est un problème pour les gens qui sont partisans de la souveraineté. Le fait qu'ils ne plaident pas leur loyauté au Québec uniquement. Ben, c'est plus compliqué. On le rencontre tous les jours, ce défi-là. C'est un défi un petit peu niaiseux parce qu'on n'est pas obligé de le relever, ce défi-là. Okay. C'est déjà un défi que d'accueillir des centaines de milliers de personnes par décennie. OK? Donc, maintenant, si en plus de ça, il faut composer avec le fait que ces gens-là prêtent serment à un roi bidon et moribond et à une identité qui n'est pas exactement la nôtre, ben, ça rend le défi nécessaire et inévitable encore plus compliqué. J'aime les choses simples. Oui. Puis comment ça se matérialise, ça, en fait, dans la vie? Parce que quand on parle d'intégration, des immigrants, ce qu'on veut, nous, en fait, c'est qu'ils soient pleinement conscients qu'ils doivent vivre dans une société québécoise qui est définie comme elle est, qui a été construite comme nos arrières et grands-parents, nos grands-parents, nos parents l'ont fait. Et ils vivent pleinement, en fait, dans cette société-là parce qu'ils ont choisi le Québec au sein du Canada. Nécessairement, on est une province, donc ils doivent plaider allégeance, on va dire, au système constitutionnel canadien. Comment ça se matérialise, cette différence? Un exemple simple? Non, je te demande comment ça se matérialise, le fait que le problème, c'est qu'ils plaident loyauté au Canada et non pas au Québec. Comment ça se matérialise? Je te propose un exemple très simple, en fait. On compose en ce moment avec un défi. C'est tellement simple. Regarde, moi, je rencontre des gens issus de l'immigration qui ne parlent pas français. J'en ai rencontré sur mon passage. Combien? Regarde, c'est pas important. J'en ai rencontré. Et souvent, une explication qu'on me donne, c'est « mais je suis au Canada. Il y a 2 langues officielles. » J'ai jamais entendu ça. Ben moi, toi, t'as jamais entendu ça? Moi, jamais, là, la justification qu'ils m'ont donnée. Okay. Pourquoi, mettons que je vais au Tim Hortons, en allant travailler, ça Est-ce que tu me crois si je te dis que ça m'est arrivé? Je te crois. Okay. Je te crois. Je te parle que c'est peut-être une expérience qui est ponctuelle, OK? Ouais. Et que ce n'est pas une généralisation. Quand les gens viennent au Québec, ils savent très bien qu'ils doivent parler français et qu'ils doivent l'apprendre. Je te dis pas que le français, c'est quelque chose qui s'apprend en 6 mois. Okay? C'est quelque chose, ça prend un processus d'intégration qui est complet, puis qui est difficile, puis qui doit être bien encadré. Puis je veux dire, ça existe. Okay, maintenant, je vais aller au bout quand même de mon idée. Donc, moi, j'ai rencontré, en passant, quand même souvent, là, des gens qui m'ont dit ça. Puis c'était pas, en passant, c'était pas par mépris, c'était pas pour m'envoyer promener. Ils m'ont dit non, mais moi, je suis au Canada, donc, tu sais, je parle anglais, puis je parle ma langue d'origine. Et je vais apprendre le français un jour, mais j'ai appris l'anglais en premier, parce qu'ici, on vit en anglais, au Canada. Là, il est là le conflit de loyauté. Parce qu'ici, il y a un impératif au Québec, c'est de préserver la langue française. C'est la langue de la majorité, de la seule nation majoritairement francophone de toutes les Amériques. On parlait de richesse tantôt, là. Ça, c'est une merveilleuse richesse, le français. Donc, si on compose avec une immigration qui, pensant s'intégrer au Canada, apprend l'anglais avant le français et ensuite ralentit son apprentissage du français parce que de toute façon, c'est l'une des 2 langues officielles du Canada, il est là le conflit de loyauté. Dans un Québec souverain, tous les immigrants qui arriveraient ici auraient des bonnes raisons d'apprendre l'anglais parce que c'est bien d'apprendre toutes sortes de langues, mais ils apprendraient d'abord le français. Dans un Québec province, ils n'ont quand même pas le choix d'apprendre le français. Ça ne change rien. Ils n'ont pas le choix. Mais je vais t'amener de promener sur la rue Sainte-Catherine, dans le coin de Guy et d'Atwater. Là, tu vas voir qu'il y a des gens qui travaillent, qui payent des taxes et qui ne parlent pas français. Oui, mais ils n'auront pas le choix essentiellement, un jour ou l'autre, d'apprendre le français parce que les communications gouvernementales sont faites en français, parce que les services sont offerts en français et parce qu'un processus d'intégration complet québécois passe par l'apprentissage du français, qui est une richesse qui nous appartient. Et je suis d'accord. Ouais. Sauf ça ne veut pas dire que ça irait mieux parce qu'on serait un Québec souverain. Ça va? C'est toujours. Bon, et toi? Oh, ouais, écoute, je suis fièrement canadien, fièrement québécois. Je le ressens dans la pièce en ce moment. Je sais pas ce que tu as fumé. Je fume pas. Mais donc, on va retourner sur l'affirmation que tu avais faite au début. Donc, on a eu une discussion par rapport à la loyauté, aux éléments pratiques de l'immigration. Juste pour un petit astérix, le point que Charlie a fait, que les personnes qui choisissent de déménager, d'immigrer au Québec, n'ont pas le choix d'apprendre le français parce que ça fait partie de leur parcours d'intégration et de citoyenneté. Donc, de dire que
de dire qu'ils n'ont pas le choix ou qu'ils sont incapables de s'intégrer parce qu'ils refusent ou ils ont une certaine difficulté d'apprendre le français, pour moi, je trouve ça un peu troublant parce que ça fait partie de la réalité. Il y a le côté pratique dans ça. On a nos champs de compétences. Ici au Québec, on a un certain parti de notre système d'immigration. On a un autre palier avec les CSQ. Puis, dans ce palier, on oblige, puis I fully agree with that, je m'adhère à ça, que les immigrants et les immigrantes doivent apprendre le français. Mm-hmm. Au niveau philosophique, au niveau théorique, parfait. Mais au niveau pratique, Ouais. on a un gouvernement en ce moment qui se prétend être nationaliste, qui veut protéger la langue française, mais qui coupe dans les cours de francisation. Ouais. D'accord? Pour des raisons budgétaires, je ne sais pas, peut-être. Mais il y a l'image et il y a cette perception versus le côté pratico-pratique. Donc, dans un Québec souverain, est-ce que vous pouvez garantir... Parce que 6 mois, ce n'est pas assez pour apprendre le français. 1 an, ce n'est pas assez pour apprendre le français. Peut-être même 2 ans, ce n'est pas assez pour apprendre le français, dans le sens où on peut bien s'intégrer au niveau de la société, puis qu'en tant que futur Québécois et Québécoises, qu'on peut s'épanouir. Donc, y a-t-il ces garanties-là dans un Québec souverain? Puis un autre point aussi que je voudrais dire... Je peux te les offrir, mais moi, je fais pas de politique, là, puis j'en fais encore moins à la CAQ. Là. Oui, mais puis en passant, parler français, c'est pas suffisant. Moi, je veux que les gens vivent en français. Oui. Je veux qu'ils vivent en français. Je veux que la langue de vie soit le français. Je veux pas obliger les gens à parler une langue à la maison, mais j'aimerais mieux qu'ils parlent français. J'aimerais mieux qu'ils fassent l'amour en français, qu'ils rient en français, qu'ils parlent en français. C'est pas suffisant. Parler de répondre à Statistique Canada, de dire j'auto-déclare que je parle français. Déjà, au niveau de la méthodologie, on peut en douter un peu aussi. Là, d'accord? Donc, moi, j'aimerais mieux qu'on vive en français. La meilleure façon d'y arriver, c'est de faire émigrer les gens dans un pays dont la langue est le français. Ici, on est une province qui fait partie d'un pays qui a 2 langues officielles, l'anglais et le français, et je te ferai observer que le français est en perdition partout à l'extérieur du Québec, y compris à Montréal. Donc, pas nécessairement. Ah ouais, bon. Ben oui, déjà, il y a le Nouveau-Brunswick qui est officiellement bilingue. Puis, le premier ministre parlait même pas français quand il était élu. Mais présentement, il y a aussi... Ce qui est incroyable en passant. Hein? Ce qui est incroyable. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, 30% de la population est francophone. Il parlait même pas français quand il a été élu. Ben, ça, c'est le choix des Nouveaux-Brunswickais. Ça, c'est à eux. Mais aussi, il y a aussi cette discussion dans la province de Manitoba aussi, parce qu'en ce moment, le premier ministre du Manitoba pousse cette idée de rendre la province une province bilingue. Donc, de dire que le français est en contraction au niveau du Canada, je pense que c'est d'une certaine manière en train de modifier la réalité parce que le français s'épanouit partout. Non seulement au Québec, mais au Manitoba, comme j'ai dit. Puis le français est en santé au Manitoba? Ben, ça existe. Je te repose la question, qu'est-ce que tu as fumé? non, attends. Je ne fume pas. Mais comme j'ai dit, ben oui, le français s'épanouit. Oui, il y a le côté, on peut parler des statistiques, mais c'est une réalité. Je ne connais pas mes nombres, les numéros, mais c'est une réalité. Puis il y a aussi cet intérêt à l'extérieur du Canada d'apprendre le français parce que c'est une langue de culture, c'est une langue d'échange, d'économie aussi à travers le monde.